Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Caroline Blanc-Villain qui vient nous parler volatile. Bonjour Caroline. Bonjour Martine. Alors est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs? Oui, je travaille à l'association Manou, donc la Société d'ornithologie de Polynésie française. Je suis docteur vétérinaire, mais je suis surtout spécialisée pour l'étude et la sauvegarde des oiseaux endémiques de Polynésie française et particulièrement des oiseaux terrestres. Oui, parce qu'il y a danger. Voilà, tout à fait. Le milieu terrestre en Polynésie française fait face à un nombre impressionnant d'espèces envahissantes. Les bulbules, les merles des Moluques, les rats noirs, le chat. Oui, voilà, moi je parlais des oiseaux envahissants. Non, mais il y a toutes sortes. Et les rats noirs, oui. Ouais, il y a toutes sortes d'espèces envahissantes. Il y a même des espèces végétales envahissantes, dont le Miconia qui couvre 75% de l'île de Tahiti. Donc, toutes ces espèces introduites rentrent en compétition avec les espèces endémiques qui ont vécu plusieurs millions d'années sans aucun prédateur. Et donc, elles se retrouvent complètement démunies devant ces oiseaux, invasions. Ça fait peut-être pas plusieurs millions d'années sur les îles. Alors, c'est justement le monarque de Tahiti. Le monarque de Tahiti, l'émergence de Tahiti, ça doit être 4 millions d'années. Et en fait, ils sont arrivés 1 million d'années à peu près après l'émergence de chaque île. Donc ça fait ils sont venus petit à petit. Ils sont venus de quel coin? Est-ce qu'on arrive à retracer la migration? Ah oui, en général, c'est plutôt côté Indo-Malaisie. Après, il y a différentes routes de migration qui sont vraiment variables d'une espèce à l'autre et qui se font à des époques variables aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une espèce qui a colonisé les îles en plusieurs... une famille qui a colonisé des îles sur plusieurs étapes et d'autres qui sont arrivées d'un seul coup. Est-ce qu'on a retrouvé des fossiles qui permettent de dater d'1 million d'années les monarques? Non, parce que c'est des petits oiseaux. C'est des petits oiseaux, donc en général les os disparaissent. Alors, et comment vous pouvez dire qu'il y a 1 million d'années? Ça m'intrigue, ça. Ah oui, en fait c'est en regardant les gènes mitochondriaux en général. Donc c'est pas les gènes du noyau, c'est les gènes qui sont dans les mitochondries. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est que la mitochondrie pour ceux qui n'auraient pas fait premières études de médecine ou un petit peu de... Alors c'est loin aussi pour moi, mais en gros c'est la petite usine qui dans nos cellules permet de nous apporter voilà, on en a nous aussi, chers auditeurs, on en a. Et donc en fait on étudie le génome de ces mitochondries et on arrive à savoir comme ça depuis combien de temps ces oiseaux ont divergé des oiseaux qu'on retrouve dans les continents. Et donc on sait qu'il y a 1 million, 5 millions. Par exemple, les plus vieux, ça serait les titis, les bécassos polynésiens, qui auraient divergé des espèces qu'on trouve dans les continents il y a 60 millions d'années. C'est impressionnant. Ah oui, carrément. Et ça fait un comportement complètement impressionnant aussi, parce que les titis, c'est des oiseaux très très naïfs qui accourent sur les îles où ils restent. Avant, il y en avait dans 28 îles de Polynésie, surtout dans les Tuamotu. Et puis à cause lui, c'est le petit rat polynésien seul qui suffit pour le faire disparaître. Et donc à chaque fois qu'on débarque dans une île où il en reste, en fait, ils accourent. Ils accourent vraiment pour venir te voir. J'en ai jamais vu. C'est des petits échassiers qui sont en général qu'on trouve, ça ressemble un petit peu à ça, sauf qu'ils sont un petit peu partout dans les motus, dans les îles des Tuamotu, ils persistent, on les trouve dans à peu près tous les milieux, ils les saturent très très vite. Dans les îles en bonne forme, on en trouve 1000 à 1500, donc très très nombreux, mais il ne reste plus que 2 îles comme ça où on en trouve beaucoup. Ah bon, où ça? Je dis pas trop les noms parce que j'ai peur que les gens affluent pour voir cet oiseau curieux, et tant qu'il n'y a pas une bonne biosécurité, c'est-à-dire vraiment des gens qui abordent ces îles avec respect et sans vouloir, en faisant attention de ne pas emmener de fourmis, d'espèces envahissantes avec eux, ça les met en danger de dire les zones où ils sont. Après, c'est vrai qu'on c'est pas bien non plus de cacher les choses, donc si on cherche un petit peu, au contraire, les gens y feront davantage attention. C'est vrai, mais c'est... En fait, c'est quand même des îles qui sont privées, qui appartiennent à des gens, et donc normalement, ces gens-là ne veulent pas qu'on arrive sur ces îles-là. Donc ils restent protégés par force forcée, quoi. C'est pas plus à force forcée. Je trouve qu'on parle pas assez des problèmes donc de biosécurité, des problèmes de transport, comme ça, d'espèces étrangères d'île en île. Il n'y a pas assez de respect, il n'y a pas assez de prise de conscience. Il y a encore des gens de qui sensibilisation. Pas de la terre, alors qu'on sait que les fourmis de feu, c'est bien se cacher dedans, ou des plantes, etc. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de marchands de plantes qui réalisent pas que dans leur peau, ils offrent un cauchemar à leurs futurs clients s'il n'y a pas de biosécurité
par rapport à la petite fourmi de feu qui est mise en place pour la vente des plantes. C'est sûr que ça serait un b.a.-ba important déjà pour éviter que ça prenne partout autour déjà de Tahiti, puis que ça commence dans les autres îles. Et donc alors tu me disais que tu travaillais 14 heures par jour pour sauver les petits oiseaux. En fait, si on veut changer les choses, il faut changer les mauvaises habitudes. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec 2 îles qui sont Rimatara et Wauka, qui sont indemnes de rats noirs. Et il a fallu inculquer aux gens en fait toute une culture pour faire attention à ce que les marchandises soient pas rongées par des rats, à ce qu'on puisse refuser des marchandises quand il y avait un doute. Après, on a fait venir des chiens. Là, vous avez introduit les chiens. Voilà, les 2 fameux chiens qui détectent, qui sont capables de détecter des rongeurs dans les marchandises. Et donc, d'ailleurs, depuis leur arrivée, il y a eu 2 nids de souris qui ont été détectés dans un des bateaux. Une souris vivante dans encore un autre bateau et un rat mort parce que le bateau a fait des efforts et mis du poison dans ses containers. Donc voilà, il y a quand même des efforts qui sont faits, mais qui sont très très vite abandonnés en fait parce que les gens se démotivent, parce que les gens ils se disent ça y est, c'est bon, il y en a pas, alors que les rats noirs, non, c'est pas dire si on fait pas attention. C'est-à-dire que par exemple, il y en avait qui étaient persuadés qu'à partir du moment où on fermait le container, les rats pouvaient pas rester en vie à l'intérieur. Donc c'était bien que finalement que des petites souris vivantes soient trouvées dans les containers par les chiens, parce que ça a démontré à ces gens-là qu'il y avait vraiment danger, quoi. Donc toutes ces choses-là, le fait, les inspections, ne serait-ce que les gens attendent pour aller chercher leurs marchandises, que le chien soit passé et reniflé. Rien que ce respect, le respect du temps du chien, c'était pas évident que ça rentre dans les mœurs. Donc toutes ces petites choses-là, on y arrive, mais on y arrive à condition de rabâcher, de parler, et puis de s'adapter aussi à la réalité des îles, parce que les gens, quand ils vont chercher leurs marchandises au bateau, ils sont souvent pressés, il faut qu'ils partent. Exactement, il y a toute la vie des gens, et ces gens-là, en fait, vivent sans s'apercevoir que ces petites négligences-là peuvent être des choses terrifiantes pour leur île. Parce qu'une espèce envahissante, par exemple la petite fourmi de feu, quand elle prolifère, elle peut atteindre en Polynésie française 80 reines par mètre carré. Chaque reine étant capable de pondre 70 œufs par jour. Et donc moi j'ai rencontré des gens quand on a fait les traitements pour la petite fourmi de feu pour sauver le monarque de Tahiti. J'ai rencontré des gens qui étaient obligés de repasser leur linge avant de le mettre parce que sinon ils se faisaient piquer par les fourmis en habillant leur bébé surtout. Et le bébé hurlait évidemment parce que c'est très désagréable comme piqûre. Comme elles sont minuscules, on voit pas. Oui, même moi avec mes yeux de vieille là, quand j'ai pas mes lunettes grossissantes, mes loupes, j'arrive pas à travailler dessus, quoi, c'est clair. Donc alors les actions qui sont menées. Donc en fait là. Aujourd'hui, je suis venue spécialement pour parler du programme de sauvegarde du monarque de Tahiti. Donc, c'est un des 2 oiseaux les plus menacés de disparaître de Polynésie française, avec le monarque de Fatuiva. Le monarque de Tahiti, quand on a commencé à travailler sur lui en 98, on n'en connaissait plus que 12 dans les vallées. Et maintenant, donc ça fait 20 ans qu'on le sauve. Donc on a longtemps fait un travail de base qui était la dératisation, simplement. Et puis on s'était aperçu malgré tout qu'il y avait des oiseaux introduits qui rentraient dans les nids et qui attaquaient les petits au nid. On avait les merles des Moluques, par exemple, qui mangeaient les oisillons au nid. Et on avait les bulbuls qui se mettaient en paquet autour des monarques, qui les attaquaient et qui tombent, en fait, c'est assez spectaculaire à voir. Ils se mettent en paquet autour des monarques et puis tombent au sol. Et le monarque est au centre, il pousse des cris abominables. Parce qu'il faut savoir que les bulbuls, ils ont été introduits en Polynésie française par les Indiens, principalement, quand ils arrivaient dans des îles où ils n'avaient pas le droit... non, pas en Polynésie française, en Polynésie plus largement, excusez-moi. Donc, quand ils n'avaient pas le droit de faire des combats de coqs, mais ils prenaient des bulbuls. Parce que vous prenez 2 bulbuls avec des cordes, vous les mettez dans une arène, ils se battent à mort. Donc c'est des oiseaux hyper agressifs et en plus de ça sélectionnés pour leur agressivité qu'on a relâchés sur Tahiti et qui s'attaquent maintenant aux monarques. Et donc, oui, et ils se font aussi la place, ils se font les merles aussi. Ah oui, peut-être. Ils sont en train de prendre la place. Nous, on voit ça chez nous. Avant, c'était rempli de merles. Et maintenant, c'est des bulbus. À Punaouia, là. C'est parce que c'est grâce justement à notre réseau de piégeurs bénévoles qui marche très très bien sur les merles. Et là, cette année, on a orienté le réseau vers les bulbuls. Et c'est vrai que les bulbuls ont profité de la disparition des merles pour se reproduire mieux parce que les merles étaient des prédateurs de nids. Ils embêtent les petits vinis. On met des graines pour les petits vinis et ils viennent leur piquer les graines. Ouais, voilà. Enfin voilà, ils font beaucoup plus que ça. Croyez-moi, avec les petits vinis, on a eu des témoignages d'attaques. Non, mais ils font ça quand on les regarde pas.
Bon, toujours est-il qu'à partir du moment où notre réseau, là, on a 50 bénévoles sur Paia et Punaouia qui nous aident à piéger ces oiseaux introduits. Depuis que le réseau s'est mis en place, en fait, on a commencé à voir des choses magnifiques se passer pour les monarques. Là, par exemple, on a eu 21 jeunes qui se sont envolés cette année. 21 Parce monarques. Que vous les faites se reproduire en captivité? Pas du tout. Non, pas du tout. Ces oiseaux-là, tous les oiseaux endémiques de Polynésie française, c'est une chimère de vouloir les mettre en captivité parce que ils ont vécu des millions d'années isolés des continents, et donc la moindre maladie qui est bénigne pour les autres oiseaux, les espèces qui viennent des continents, elle est mortelle pour eux. Il faut se rappeler quand même que les premiers Polynésiens, ils ont été décimés par la variole humaine. Comme tous les peuples premiers, quand tout le monde quand les Européens sont arrivés avec les bateaux et les maladies. Exactement. Et donc en fait, toutes les espèces à peu près qui ont été mises en captivité, surtout on parle des petits vinis qui sont particulièrement beaux, ces espèces-là en captivité, au bout de 5-6 ans, elles meurent parce qu'elles ont attrapé un truc complètement bénin et qui les tue. Voilà. Donc la captivité pour les espèces de Polynésie française, et pourtant j'ai travaillé en milieu du zoo, hein, donc j'ai rien contre le fait d'essayer de sauver une espèce avec les zoos. C'était pour les sauver, bien sûr. Quand il n'y a pas d'autre choix. Mais là, franchement, pour les oiseaux de Polynésie française, j'ai bien réfléchi, c'est la dernière des options. Vraiment, vraiment, je ne le souhaite pas. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est comme c'est des oiseaux territoriaux, on repère les zones où ils sont et on suit les nuits. On va régulièrement voir où en sont les nids, si nos efforts de reproduction marchent ou pas. Vous leur mettez de la musique douce pour qu'ils s'accouplent? Non, c'est eux qui me font de la musique douce quand ils s'accouplent. En fait, c'est un petit peu des paresseux de la reproduction parce que c'est le principal problème des oiseaux d'ici, c'était de ne pas saturer l'habitat. Donc, il faut. C'est inscrit dans leur gène de pas. Bien sûr. Et je rappelle depuis des millions d'années. Et donc, il faut pas qu'ils fassent trop de petits parce que sinon ils vont mourir de faim tous ensemble. Donc, ils font juste un petit par an et encore. Il y a que 60% des couples qui se reproduisent. Et puis, une fois qu'ils ont... Ils veulent pas être embêtés par leurs gosses le mercredi à les amener partout. Voilà, mais par contre, une fois qu'ils ont fait un petit, ils sont super attachés à lui. Ils s'en occupent super longtemps. Et du coup, tout ça, ça fait que ça ralentit le rythme reproducteur. Et par contre, ils investissent à fond dans le petit. Ils sont capables de se faire bouffer pour défendre le petit par un busard, par un chat. Parce qu'il y a des busards qui tournent encore aussi. Voilà, eux aussi, c'est des espèces introduites. Alors les busards, mais c'est vraiment catastrophique. Là, on a vu dernièrement, la dernière sortie qu'on a faite, on a vu un busard attraper un paille en queue. Et c'est vrai que quand on regarde Tahiti, depuis le temps que les busards sont en train de proliférer, mais il y a de moins en moins de gigis, il y a de moins en moins de paille en queue, c'est tous ces oiseaux de mer se font manger. Et puis alors, les pigeons verts, les jolis pigeons verts de Tahiti, ils se font poursuivre, c'est infernal par les busards. Oui, je vois bien, il y en a un qui tourne de busards. Ouais. Alors avant... je l'ai même vu attaquer des coqs. Ouais. Au tout début, les busards, le gouvernement, c'est des espèces introduites, donc le busard, le bulbul et le merle, sont 3 espèces dont la destruction est autorisée, hein, donc classées nuisibles par l'environnement. Et avant, il y avait même des primes, hein, c'est-à-dire qu'on donnait des sous aux gens quand ils ramenaient une patte de busard. Maintenant, il n'y a plus du tout de régulation, et c'est vrai que petit à petit, là où ça devient dramatique, c'est par exemple dans les îles du Vent et sous le vent. Dans les petites îles, par exemple Bora Bora, Mopiti, il n'y a plus un seul pigeon vert. Ils sont en train d'exterminer ce pigeon vert qui, lui, est endémique de ces îles-là. Et donc, il y a encore d'autres drames qui se passent. Voilà. La situation en Polynésie française, elle est assez grave puisqu'il y a 30 espèces endémiques qui restent. Il y en a déjà 50 espèces d'oiseaux endémiques terrestres qui ont disparu. Donc, il y en a 30 qui restent. Et sur les 30 qui restent, il y en a 20 qui sont en voie de disparition. Donc 2 qui sont dans le club champion des 20 oiseaux les plus menacés du monde, quoi. Bon, on arrive à faire des choses, hein. Le monarque de Tahiti, l'exemple, là, on était parti de 12, on est à 58, c'est génial. Mais il y a quand même du travail à faire et puis il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par exemple, simples citoyens? Alors déjà, il faut vraiment prendre conscience de toutes ces espèces envahissantes et arrêter de les disséminer d'île en île. Parce que... Bon, oui, non, mais voilà, je ne me promène pas avec des oiseaux sous le bras. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours? Eh bien, par exemple, si tu viens de te faire une belle balade à la Fatawa et que tu as envie d'aller à Moorea ou dans une autre île des Marquises, surtout, tu nettoies bien tes chaussures et tes chaussettes parce qu'il y a plein dans la terre, tu risques d'emmener des milliers de graines de Miconia. Sur tes chaussettes, tu ramasses les graines
tu sais, collantes là qui se mettent sur tes. Donc bien faire attention à ses habits dans les valises, faire attention aux cafards qui se sont cachés parce que tu as mis ta valise dans ta vieille cave toute moisie. Et donc, ou même sans la mettre, il suffit de la mettre dans un placard et ils savent très bien trouver les chemins. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut faire attention à tous ces voyageurs clandestins qui peuvent se greffer à ta vie. Des fourmis, justement, la terre, surtout les plantes, ne jamais les transporter avec de la terre dans les îles lointaines. Et puis, respecter les mesures de biosécurité qui sont mises en place par le gouvernement, qui existent. Il faut le savoir. Et alors, pour les oiseaux, est-ce qu'on leur met des petites graines? Est-ce qu'on signale s'il y a des bulbules, des busards? Comment on fait? Alors, pour les oiseaux, si vous habitez sur Punaouia et Paia, vous pouvez faire partie du réseau de piégeurs et nous aider à capturer les merles et les bulbules pour les éliminer, de manière à ce qu'il y en ait moins et que le monarque bénéficie de cette embellie. Depuis qu'on contrôle les merles et les bulbules, la croissance de la population de monarques, elle était de 1% pendant presque 14 ans. Là, elle est de 8% par an. Alors là, nous sommes à Fa. On fait comment pour vous joindre? Alors, c'est quoi? C'est des pièges? Par contre, c'est pas dans notre... Punaouia, Paia. C'est Punaouia, Paia. Parce que tous les autres endroits, en fait, on fait des actions ciblées, nous, sur Tahiti, autour du monarque de Tahiti. Donc, on va pas aller éliminer des oiseaux. Par le temps, Caroline, j'essaie de te faire dire depuis tout à l'heure quelle est la démarche à faire pour devenir, par exemple, un ami piégeur. Que faut-il faire? Bon, si tu habites sur Fa et que tu veux venir aider, il y a des appels sur Facebook régulièrement pour aller arracher du miconia ou planter des espèces rares chez le monarque de Tahiti. Donc, il faut regarder sur le compte Facebook de la SOPMANU. Et là, il y a des appels réguliers pour avoir des randonnées actives. Après, si tu es sur Paia et sur Punaouia, faut appeler au 40 52 11 00 et dire que tu veux piéger des oiseaux introduits. Ça, c'est très important. Et donc là, après, l'association fournit des pièges, je suppose. Voilà, tout à fait. On vérifie qu'il n'y a pas un piégeur près de chez toi parce que c'est pas la peine d'avoir trois piégeurs dans le même pâté de maison. Et puis, si tu es toujours partant, on t'apprend à piéger les oiseaux. Bien, mais écoute Caroline, je crois qu'on a appris beaucoup de choses. Merci. Et puis tu pourras revenir plus tard pour nous expliquer si effectivement ça commence à bouger, parce que l'interview va être diffusée tout à l'heure. Et puis donc, les auditeurs peuvent donc se connecter sur Facebook, sur l'association. Voilà, exactement. Et il y aura un numéro de téléphone qui leur indique aussi la marche à suivre. Voilà, après, si on devient membre de l'association, ça nous aide aussi parce qu'on est presque à 200. Si on passe à 250, on peut passer d'utilité publique ou être reconnu d'intérêt général. Je crois qu'on est déjà reconnu d'intérêt général et qu'on veut passer d'utilité publique pour qu'on puisse recevoir des dons de France déductibles des impôts des sociétés. Bien, avis à nos auditeurs, n'hésitez pas, vous pouvez devenir piégeur et bénévole et puis aussi adhérer à l'association. Merci Caroline. Merci Martine.